Bonjour et bienvenue. Ravi de vous accueillir à la Cinémathèque. La rétrospective Claude Miller, elle a commencé mercredi soir et évidemment elle continue cet après-midi, particulièrement cet après-midi parce que d'abord on va voir ou revoir ensemble le tout premier long métrage de Claude Miller, La meilleure façon de marcher, mais aussi parce que à l'occasion de ce film, on a eu envie à la Cinémathèque de réunir autant qu'il était possible des acteurs au sens large de ce film, un film important pour beaucoup, qui a décidé de la carrière de beaucoup, y compris celle de Claude Miller. Et donc, après la projection du film, j'aurai plaisir d'accueillir sur scène l'un des deux, j'allais dire, le rôle principal du film, l'un des deux acteurs principaux du film, Patrick Bouchité, qui est dans la salle. Nous sommes absolument ravis de sa présence. Il y aura aussi avec nous sur scène Luc Béraud. Luc Béraud est, j'allais dire, le compagnon de longue route de Claude Miller. Ils ont travaillé ensemble sur beaucoup de films. Sur celui-ci, il a été co-scénariste, dialoguiste, assistant réalisateur. Il sera aussi avec nous. J'accueillerai aussi Bruno Nuiten, qui est le directeur photo du film et qui est dans la salle, lui aussi. Et puis aussi le producteur, parce qu'on vous racontera que ce film n'a pas été une mince affaire à produire, c'est Hubert Niogré qui est au fond, mais que vous pouvez saluer. Et enfin, j'aurai à mes côtés Olivier Curchod. Olivier Curchod, c'est le biographe de Claude Miller, entre autres, hein, parce qu'il n'a pas écrit que ce livre-là, mais c'est le dernier en date qui paraît aux Impressions Nouvelles, aux éditions Les Impressions Nouvelles. C'est cette somme, mais elle est légère, vous verrez, vous ne le regretterez pas. Et si le film vous a plu, si la discussion vous a échauffé, et si vous avez envie d'en savoir plus sur ce film-là en particulier, et Miller en général, eh bien à la suite de la discussion, Olivier Curchod signera son ouvrage pour qui le désirera à la librairie de la Cinémathèque. Voilà, vous savez à peu près tout, on va regarder le film. Je le demande souvent, mais là je vais le demander aussi pour les invités parce que ça va leur donner une indication. Qui voit le film pour la première fois? Voilà, une moitié, donc c'est un film quand même qui a été beaucoup vu, petite moitié de salle. Eh bien écoutez, je ne demande pas qui le voit pour la première fois sur grand écran, parce que ça peut-être ça peut changer la donne. Hein, voilà. Et ben voilà, on va revoir ou voir ensemble tout le film, La meilleure façon de marcher, et puis on se retrouve avec les 5 invités à la suite de la projection. Bonne séance. Alors, vous êtes à l'antenne. Bon, justement, on va revenir sur évidemment la jeunesse du film, son tournage, mais on a la chance que vous ayez tous ensemble revu le film. Et je pense que pour certains, ça faisait un moment que vous ne l'aviez pas revu. Et donc, plutôt que de commencer traditionnellement, j'avais envie de vous demander, est-ce que, en l'ayant revu, si vous deviez retenir une impression, un commentaire, s'il y a quelque chose que vous avez vu, que vous aviez complètement oublié, bref, si vous aviez envie de dire quelque chose à la suite de cette projection à laquelle on a tous assisté, qu'est-ce que ce serait?
La cruauté. Oui, c'est vrai que c'est une comédie pas drôle. Enfin, Pourtant, on rit souvent. et pourtant, on rit souvent. Et c'est plein de ruptures de ton. C'est ça qui est formidable. Et moi, j'avais longtemps que je ne l'avais pas vu en salle comme ça. Et la salle, c'est marrant parce qu'il y a des moments où elle éclate de rire, puis d'un coup, clac, il y a un silence terrible, et puis ça reprend. Et que les deux, là, c'est une subtilité de rapport et de. Oui, en ce qui concerne, moi, je l'ai redécouvert presque il y a tout le temps. Mais je me souviens qu'au début, la première projection que j'avais vu le film, j'étais très mal à l'aise. J'étais sorti, j'ai pratiquement vomi, tu vois, c'est pour te dire. J'avais été très interloqué par cette interprétation. Et aujourd'hui, ça m'émeut beaucoup de voir ça, de me voir jeune, avec Patrick. On en parlera parce que ça crée des liens aussi, ce film, c'est bizarre. Mais bon, évidemment, c'est très émouvant. Mais toi-même, c'était dur pour toi le tournage. Ben oui, mais c'était difficile parce qu'on l'a tourné un peu dans la continuité, tu sais bien. Et Claude me disait tout le temps, surtout, c'est un personnage qui n'a pas d'humour, qui n'a pas de second degré, qui est vraiment. Donc, évidemment, ça se passait bien à l'époque, cette époque de ma vie. Mais à le revoir, évidemment, c'est tout basé sur une espèce de truc intérieur, de sensibilité, tout ça, évidemment. On en parlera. Voilà la façon que j'ai eu à le revoir, ça m'a fait vraiment ému. Il y a une émotion. Alors moi, à revoir le film, je l'ai trouvé plus gonflé que mon souvenir. Je trouve que c'est vraiment un film culotté, évidemment, sur les rapports entre les personnages. Et puis, j'ai aussi redécouvert combien le film était extrêmement bien fabriqué. Alors, c'est dû en partie au scénario, qui est vraiment, je veux dire, dessiné à la perfection, mais aussi le montage, l'image. C'est une machine parfaite. Moi, je voudrais raconter une anecdote par rapport à ça. C'est que bon, quand on a écrit le film avec Claude, on était en empathie avec le personnage de Philippe. Et puis on a écrit, ça a pris un certain temps. Il faut dire que Claude a écrit très rapidement un synopsis de 9 ou 10 pages. 6 pages. Et très rapidement. Et puis après, on a travaillé longtemps parce qu'on travaillait chacun de notre côté. Et puis, je veux dire, on avait des métiers. Moi, j'étais assistante, Claude était directeur de production. Et on se voyait tous les week-ends et tout. Et puis, une fois qu'on a eu fini l'écriture du scénario, on s'est dit, mais peut-être qu'il faudrait rééquilibrer. À mon avis, on est trop du côté de Philippe. Il faudrait faire quelque chose et tout ça. Et donc, on refait un travail de rééquilibrage. Et puis voilà, le film a un certain temps à se tourner, à se monter et tout et tout. Et puis un jour, on était dans la voiture, on tournait dans un séminaire de mission qui s'appelait Cellule, où on a fait tous les décors du film, sauf la fin, qu'on a fait en premier d'ailleurs. Et un jour, il y avait un journaliste, je me demande si c'était pas François Forestier qui était venu nous voir pour le tourner, pour faire un petit article et tout. Et c'est moi qui conduisais la voiture, Claude était à ma droite, et derrière il y avait le journaliste et Devers. Et le journaliste dit à Devers, c'est quoi la façon d'acheter, de quoi ça parle? Et Devers dit, c'est quelqu'un qui surprend un autre dans une situation humiliante. Alors que nous, pendant toute l'écriture, on avait dit, c'est quelqu'un qui est dans une situation humiliante qui est surpris par un autre. Donc ça voulait dire que Patrick s'était approprié le personnage. Et c'est pour ça qu'il a ce trouble extraordinaire. Pendant tout le film, on dit il va flancher, ça va se casser la gueule. Hein, et c'est Patrick qui a pris le truc. Moi, j'ai abordé vraiment ce rôle-là. Je me souviens que j'avais lu le scénario quand Claude me l'avait confié. Et je me suis assez vite projeté dans ce personnage, avec son ambiguïté et tout ça. Il se trouve qu'à l'époque, j'avais cette fragilité-là. Mais bon, la petite histoire, c'est que Claude cherchait ces personnages. Bon, je me souviens qu'au début, ça devait être Léotard qui devait faire Philippe, si je me bien souvenir. Quand on a écrit, c'était Chapiteau. Pour la petite anecdote, moi, à l'époque, j'avais un appareil pour projeter du 16 mm.
Et Claude, venant à la maison chez moi à l'époque, je lui ai projeté les essais que j'avais faits c'est une petite anecdote. C'est là qu'il a choisi les essais que j'avais faits pour Robert Enrico d'un film qui s'appelait Les Caïds, j'avais fait quelques années avant. Et en voyant Devers dans les essais, c'est vrai que ça l'a. Voilà, c'est comme ça, ça s'est passé là, quoi. Est-ce qu'il cherchait aussi Mais tu sais, il te cherchait toi aussi. Ouais, moi, c'est Juliette Berthaud que Claude connaissait très bien. C'est parce que j'avais tourné Les Caïds avec Juliette. Alors, on va reprendre un peu les choses dans l'ordre. C'est qu'effectivement, Claude Miller a l'idée de ce film. C'est un scénario original, c'est une idée originale. Est-ce que, Olivier, tu peux résumer en quelques mots comment s'est cristallisée l'idée, d'où elle vient, et quelles ont été les sources qui ont en quelque sorte construit cette histoire, ces 6 pages, ces premières 6 pages qu'il a ensuite donné à lire à Luc Béraud. D'où ça vient? Bonsoir à tous. Je parle sous l'autorité de Luc. Il y a 2 sources. Il y a la source hyper revendiquée et une seconde source. La seconde source, c'est probablement la première. Claude a fini par lui dire beaucoup plus tard, une grosse engueulade avec quelqu'un de très très proche dans sa famille autour de l'intolérance, le racisme, l'homophobie, la différence, la marginalité, etc. Et ensuite, il dit que dans la nuit, lui revient en mémoire un souvenir de colonies de vacances, quand lui-même était môme, avec une histoire de chantage entre mômes, pour une histoire probablement une histoire de môme, mais tout de même un peu hard, qui lui a bousillé ses vacances. Donc il y a une espèce de petite Madeleine qui remonte à partir de là. Et puis il y a un deuxième truc qui est que, on est en 73, et va bientôt sortir un gros livre d'entretien avec Bergman, qui est déjà un cinéaste de chevet pour Claude. Et il y a une phrase, il lit ça d'abord dans une revue, et ensuite le livre paraît quelques mois après, sur, je cite de mémoire, je la donne dans le livre, les scènes d'humiliation que nous rencontrons dans notre enfance nous marquent toute notre vie. Et à partir de cette nuit où lui est revenu le souvenir, plus la lecture de la phrase de Bergman, il écrit, avant je pense qu'il en parle avec Luc, il jette sur le papier très vite l'intrigue, qui s'appelle Yukadi Yukada, premier titre. Et à ce moment-là, il montre ça à Luc. Et à partir de là, c'est parti. Mais pour résumer, ou pour celles et ceux qui découvrent à la fois Claude Miller et ce film, on est donc en 73. Claude Miller a 33 ans, 34 ans. C'est son premier long métrage. Sans résumer les 80 premières pages de ton livre, c'est, j'allais dire professionnellement, d'où il vient. Comment se fait-il qu'il est armé pour faire un premier film? Et j'allais dire, est-ce que au moment où il passe à l'acte, est-ce que justement il n'est pas en train de ronger son frein et qu'il a un très fort désir de devenir réalisateur? Bref, est-ce que tu peux nous rappeler, nous resituer un peu qui est Claude Miller à ce moment-là? Alors, je vous le fais très vite. C'est un fort en thème. Excellent élève à l'école, premier entrée à l'IDEC, premier sortie de l'IDEC. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très 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 fort, très très brillant, qui est tout le temps plongé dans les bouquins, dans les films, dans les bouquins, dans les films, dans les bouquins, dans les films, depuis l'âge de 4, 5, 6 ans. Donc c'est vraiment une tête. Les gens qui l'ont connu à cette époque-là, quand il avait 10, 12 ans, étaient impressionnés. Il avait par exemple l'impression d'avoir déjà vu tous les films, français et hollywoodiens. Donc il y a une espèce de culture, et comme un grand peintre qui va au Louvre, et qui avale, un grand musicien qui écoute, et qui avale. Claude a 15 ans, 20 ans, 25 ans, il est encore loin de la meilleure façon de marcher. Il a déjà une culture, mais pas une culture pour faire de l'étalage. Il a une culture vivante à l'intérieur de lui-même, du cinéma et de l'écriture. Ensuite, c'est toute la période d'Astistana. Il travaille un peu chez Marcel Carné, surtout chez Robert Bresson. Et là, c'est comme le choc de voir ce que c'est qu'un artiste comme Bresson qui, il me disait, j'ai eu l'impression de voir un peintre en train de peindre sur le tournage de Balthazar. Après Godard, donc le cinéma moderne, de plein fouet. Après François Truffaut, pendant 10 ans. Entre-temps, il écrit des courts-métrages, que vous verrez dans quelques jours,
ça vaut tout de même la peine de les voir, et en particulier le tout dernier que Luc adore, Camille ou la comédie catastrophique. Et grosso modo, à partir du début des années 70, il est prêt. Hubert a déjà évoqué, il a un scénario de long métrage, s'appelle Le Malin, qui reste dans un tiroir. Donc il est prêt, il est prêt, il est prêt. Et c'est pour ça que dès 73, il a le sujet, mais il n'a pas l'argent. Et là, je passe la parole à Hubert, parce que heureusement qu'Hubert arrive pour pouvoir produire. Alors, je vais être obligé de revenir un peu en arrière. C'est comment j'ai connu Claude, parce que c'est assez intéressant. J'ai été au festival d'Oberhausen, festival extrêmement réputé pour les courts-métrages. Et il y avait quelques courts-métrages français, dont un programme de courts-métrages très courts de Christian Boltanski, le plasticien, des films formidables, d'1 minute, 2 minutes. Christian, avec qui je ferai plus tard un film comme assistant, et La question ordinaire de Claude. Le film La question ordinaire. Voilà, La question ordinaire. Et Joseph, comment peut-on être vosgien, je te rappelle? C'était la même année? Oui, oui. Ah oui. Et un troisième. Voilà, de Luc Béraud. Et le ministère des Affaires étrangères avait envoyé une lettre à la direction du festival d'Oberhausen en disant « Nous vous demandons de ne pas projeter les films de Christian Boltanski et le film de Claude Miller parce qu'ils donnent une mauvaise image de la France. » Sérieux, quand même. Heureusement, le festival n'a pas respecté ça, et j'ai lu La question ordinaire, que j'ai trouvé formidable, et les films de Boltanski. Claude était venu avec Marie-Jo Corajou, sa productrice, que je connaissais, dans une Ford très connue. Volkswagen. Ah, c'était une Volkswagen. Décapotable. Voilà. Et sa voiture est tombée en panne à Oberhausen. Il a été obligé de la mettre dans un garage et il fallait qu'il revienne à Paris. Moi, j'étais venu avec une R8 et j'ai ramené Marie-Jo Corajou et Claude à Paris. Et on a beaucoup discuté, évidemment, parce que le trajet était un peu long. Oberhausen, c'est dans la Ruhr. Et quelques temps après, Marie-Jo Corajou m'appelle. Il me dit, je sais que tu fais de la photo et tout ça. Claude va tourner un moyen métrage que je produis, Camille, ou la comédie catastrophique. Tu pourrais passer sur le tournage, faire quelques photos, parce que tu sais, c'est une petite équipe, j'ai pas de moyens, il n'y a pas de photographe du plateau. Okay. Alors, j'ai passé 2-3 jours sur le tournage, j'ai fait des photos, et donc on a renoué les relations avec Claude. Et quelques mois après, alors je descendais les Champs-Élysées sur la partie gauche, à la hauteur de l'IDEC, parce que l'IDEC était sur les Champs-Élysées à ce moment-là. Il y avait un banc. Et Claude était là, l'air complètement abattu. Alors j'ai dit, Claude, ça va? Oh, il me dit, j'ai des problèmes. Je dis, quel problème? Il me dit, j'arrive pas à monter mon film. Donc celui-ci, la meilleure façon de marcher. Alors bon, je lui dis non, il me dit, j'ai vu des gens, mais ça accroche pas, et tout. J'ai dit, écoute, donne-moi le scénario, et c'est ton seul projet. Et non, j'ai écrit un autre scénario, Le Malin. Je dis, donne-moi Le Malin, et tout. J'ai lu les 2 scénarios. Le Malin, j'ai trouvé ça extraordinaire. La meilleure façon de marcher aussi. Et donc j'ai revu Claude et j'ai dit, écoute, Le Malin, c'est formidable. Non, mais je veux pas le faire, parce que je l'ai écrit il y a longtemps, je veux faire la meilleure façon de marcher. Alors il avait eu l'avance sur recette. J'ai cherché de l'argent, je n'ai pas vraiment trouvé, sauf quelques argent, Mac Godard, qui nous a notamment prêté ses installations, puisqu'elle avait des salles de montage, salles de mixage. Jean-François Davy qui a acheté les droits vidéo. Mon père... Et qui, Jean-François, venait d'acheter une ARRI-BL, dont c'était les débuts, hein, et c'est lui qui nous a prêté son ARRI-BL. C'est une ARRI-Flex auto-silencieuse, portable, de petite taille. Et mon père m'a prêté un peu d'argent. Alors, surtout, il faut dire que les techniciens
et les comédiens ont accepté drastiquement de réduire leur salaire. Vraiment, ils ont été formidables. Sans ça, on n'aurait jamais pu faire. Un peu d'argent, il me semble. Hein? Tu nous dois un peu d'argent. Oui, oui. Alors, Ça a marché. j'expliquais pourquoi je vous dois de l'argent. Donc, le film s'est fait. On est arrivé au bout. On n'avait pas d'argent pour le montage. À ce moment-là est arrivé un ami, Maurice Bernard, avec qui plus tard je produirais Dites-lui que je l'aime, qui a mis un peu d'argent. Et puis, la post-production s'approchait, et on n'avait pas vraiment d'argent pour arriver au bout. Et à ce moment-là, Claude a parlé avec François Truffaut, qui a appelé Claude Berry. Et il y a une projection qui a été organisée d'une bande d'à peu près 20 minutes, qui étaient des morceaux du film. Et, Plutôt les morceaux comiques. je ne suis pas sûr, je me souviens plus exactement, mais non, je crois que c'était des bonnes séquences du film. Le film n'était pas fini d'être monté, tout ça. Et donc Claude Berry, Richard Peset ont assisté à cette projection, pardon, et on dit ça nous intéresse, on peut distribuer le film, et on a négocié un avaloir, ce qui nous a permis d'aller au bout du film à la copie standard. Et MLF avait dit éventuellement, si le film marche, on pourra peut-être faire un prochain film ensemble et tout ça. Le film a marché. Hein? J'en reviens à ma question. Le film a marché. Oui, le film a marché, a fait 540 000 entrées, je crois, sur la France. Et c'est assez bien passé sur les ventes à l'étranger. Mais là, c'est là où j'ai rencontré un problème, gros problème pour moi. C'est que un des deux associés de la société de vente s'est volatilisé et est parti avec la caisse. Et 250 000 francs de l'époque ont disparu. Et je n'ai jamais retrouvé De Vidas, qui était le personnage qui était associé avec Claude Nouchy, avec qui j'ai gardé de bonnes relations. Mais De Vidas, je ne sais pas ce qu'il est devenu, s'il a quitté la France, rien, mais en tout cas, il est parti avec les 250 000 francs. Et sûrement des ventes d'autres films. Oui, oui, Davy venait de faire Exhibition, il avait cartonné comme c'est pas permis. Oui. Il m'a dit qu'il n'avait jamais touché à son film. Alors, si on revient encore un petit peu donc en arrière, ou revenons à l'origine, ça, on a bien compris comment vous êtes entré dans la production, dans la danse de ce film. Oui. On reviendra sur la manière dont il vous a approché ou repéré, mais Bruno, vous êtes arrivé sur ce projet-là. Comment, quelles étaient à ce moment-là vos relations avec Claude Miller? Vous en aviez ou pas? À ce moment-là, vous aviez déjà la réputation d'avoir fait l'image des valseuses de Bertrand Blier, des films avec Marguerite Duras, un film avec Téchiné. Donc vous étiez un chef opérateur, je dirais, reconnu ou repéré. Et qu'est-ce qui vous a... Comment ça s'est passé? C'est Luc Perrault, qui était mon agent à l'époque, qui m'a présenté Marguerite Duras. Téchiné, non. Mais, et puis qui m'a présenté, je pense que c'est lui qui a parlé de moi à Claude. Je connaissais pas Claude, enfin on s'était aperçu dans les projections de court-métrage, mais c'est tout. Et d'ailleurs, moi j'adorais faire les premiers films parce que généralement ça pataugeait, on cherchait, on tournait en rond, puis moi j'avais peu d'expérience. Et quand je suis arrivé sur ce projet, j'ai vu avec quelle autorité Claude avait déjà tout décidé, même si lui-même était quelquefois un petit peu en difficulté dans sa direction d'acteur. Enfin, il semblait très préoccupé par ça. Ça fait partie des films où je ne suis simplement qu'un exécutant, enfin un technicien. Pourquoi pas, hein, c'est mon métier. Mais je ne participais pas du tout à l'intimité du film ou à son secret, quoi. Alors que quand on travaille sur des premiers films, généralement, ce que j'ai beaucoup fait, on aide quelqu'un à s'exprimer, à exprimer son désir, et on va avec lui vers ce désir, quoi. C'est ce que j'ai fait avec Téchiné, et du jour où Téchiné a trouvé, eh ben, je l'ai quitté. Et donc avec Claude, on pouvait pas, enfin, quand on a fait Garde à vue après, tout était storyboardé, enfin c'était un travail, d'abord c'était une commande, et il fallait respecter la commande, mais déjà sur La meilleure façon,
chaque jour, on savait exactement ce qu'on allait faire, à quel endroit. Il n'y a pas eu de débat, à mon avis. Donc, quand on avait peu de moyens, peu de temps, et qu'il fallait absolument respecter le plan de travail, ça donne le résultat que vous avez vu. C'est une photo assez sommaire qui obéit à la règle de l'histoire, c'est tout. Voilà. Mais ça veut dire que, par exemple, sur les repérages, ils étaient déjà faits quand vous êtes arrivé ou Non, vous y avez contribué? j'ai participé au repérage, mais c'est vrai que j'ai pas. Enfin, j'ai l'impression d'avoir fait mon travail surtout sur le plateau, quoi. Et la nature de l'échange avec le Miller, je comprends qu'il savait ce qu'il voulait, mais comment il le manifestait ou qu'est-ce qu'il vous a demandé comme lumière? Une lumière qu'on pourrait dire non, naturelle j'ai pas de souvenir de ça. Ouais. Non, moi, ce que je trouvais passionnant, c'était de voir, déjà de revoir Patrick Devers après Les Valseuses dans un rôle extrêmement différent, de découvrir Patrick Bouchité, et en même temps de découvrir ce qu'allait être le film en le faisant, quoi. Parce qu'à la lecture du scénario, j'avais pas du tout imaginé, je parlais tout à l'heure de cruauté, mais ce qui me pose question un petit peu, c'est comment dirais-je, cette espèce de délicieuse cruauté du metteur en scène par rapport à son sujet, quoi. On sent qu'il prend du plaisir à cette cruauté, je trouve. Ça, c'est plutôt intéressant, et c'est Claude d'ailleurs. Parce qu'il y avait quand même chez Claude quelque chose que je trouvais intéressant, c'était sur une base très classique, il y a beaucoup de folie, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de choses. C'est un personnage complexe, Claude, pour le peu que je l'ai connu. Et le tandem avec Luc fait qu'on a cette espèce de double figure dans tout le film, double tonalité, qui aide d'ailleurs à sa lecture, puisque quand ça commence, on a l'impression qu'on va s'amuser dans une comédie très potache, un peu bas de gamme, mais c'est très plaisant, quoi. On a tous vécu ça d'une manière ou d'une autre, puis peu à peu, le vrai sujet s'impose dans tout ça, et là c'est la part de Claude, mais heureusement qu'il y a la part de Luc aussi, dans les dialogues et tout ça. Je trouve que ça crée une espèce de contradiction qui donne une richesse au film. Sinon il aurait été, à mon sens, un peu lourdingue. Sans cette dimension d'aller-venue entre disons, le drame et la comédie, hein, le film pourrait s'appeler comme Camille, c'est une comédie catastrophique. Cette alternance comme ça de points de vue dramatiques ou tendus et puis de moments drôles font tout simplement que le film est respirable, parce que sinon il serait un peu irrespirable effectivement. Parce que moi aussi, en le revoyant là sur le grand écran, j'avais gardé plutôt le souvenir d'un film plus drôle qu'il n'est. C'est-à-dire que là, ce qui m'a ressaisi, c'est la violence du propos, la violence des rapports et la violence des sous-entendus. Ça, vous en étiez l'un et l'autre conscient à l'écriture, bien sûr. Alors, le Claude tout seul, c'est Le Malin, qu'il n'a pas pu faire, et qui était un film extrêmement tendu, extrêmement violent, et ça rigolait pas beaucoup. Alors, je ne veux pas dire que je suis responsable de la rigolade, parce que Claude adorait se marrer. C'était dans la vie, c'était un homme très, très drôle et qui adorait ça. On allait au café de la Gare, c'est comme ça qu'on a le choix de verre est venu différemment, mais on connaissait tous les mecs du café de la Gare, on s'en régalait, et après le Splendide, etc., etc. Et donc, probablement, alors il faut dire qu'à la suite de ce festival de Oberhausen, on est devenus très très liés, Claude et moi, parce qu'on avait beaucoup de choses en commun. Et on avait souhaité, on avait dit qu'on allait travailler ensemble, et il avait eu l'idée de croiser 2 nouvelles de Tchekhov. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y en a une histoire d'un mec qui éternue au théâtre et qui crache son machin sur la tête de son patron. Mais je ne veux pas que ce soit ça que tu as retenu. Tu te souviens du nom? Bon, il y avait ça, puis un autre truc, et donc on bossait, on se disait ceci et cela, et puis un jour j'arrive, parce qu'on se voyait les week-ends, et un jour j'arrive, et Claude me dit, tiens, lis ça, et il y avait les 6 pages de la meilleure, et le film était là. En un mot, comment vous... Oui, donc juste un truc, Claude était horriblement anxieux. Son premier film,
D'ailleurs, Annie m'a raconté que la nuit qui a précédé le tournage, il l'a fait comme dans 8 et demi. Il a dit, parce que Fellini avait écrit à son producteur, il dit, on arrête le film, je sais pas pourquoi je veux faire ça et tout ça. Et Claude était dans un état de désespérance, disant, je ne sais pas pourquoi je fais ça, à quoi ça sert, qu'est-ce que personne. Je veux dire les premiers jours du tournage. La nuit qui a précédé le premier jour. Donc, par rapport à ça, il était très angoissé, donc. Et il préparait énormément. Donc, alors, on a eu un vol formidable, c'est que Roland Thénault, qui était le régisseur général des films de Truffaut, des films du Carrosse, qui est originaire de chez Clermont-Ferrand, connaissait le séminaire, le Cellule, le séminaire de mission. Et là où se déroule la colonie le film. Et quand on est allé voir ça, on a dit, on va faire tout le film ici, ce qui est déjà un poids énorme qui s'enlève. Et par rapport à un assistant, de savoir qu'on va tout tourner au même endroit, c'est un gain de temps formidable, etc., etc. Juste encore d'un mot, dans son livre, Olivier dit que Claude Miller parlait de toi comme comment dire, le Colbert du scénario, c'est-à-dire donc le ministre des Finances de Louis XIV, non pas du point de vue de l'économie production, mais de l'économie du récit, j'imagine, et que donc tu mettais bon ordre, mais qu'est-ce que ça voulait dire que Miller pouvait être embarqué dans ses fantasmes ou dans des élucubrations, et que toi tu ramenais du rationnel? Qu'est-ce que c'était le partage des tâches? Un tout petit peu ça, mais moi peut-être par rapport à Claude, il aurait mieux fait de me comparer à Moulet, c'est-à-dire j'avais l'économie du film, non pas sur les sous, mais sur le fait que je savais que il fallait, enfin, c'est-à-dire que dans l'écriture, je vois parce que après j'ai fait beaucoup de films de télévision et je recevais des scénarios où il y avait 45 décors alors qu'on avait 22 jours de tournage. Et parce que c'était mal écrit et qu'on peut écrire des choses magnifiques comme ça en tenant compte en sachant qu'un jour ou l'autre on va être confronté à des problèmes économiques, etc. Donc économie de décors, de personnages et de trucs et de machins. C'est-à-dire que tu pouvais, en écrivant, avoir presque dépouiller le scénario que tu écrivais pour pouvoir... Alors, j'ai une maxime qui m'a été donnée par Picasso, c'est que Picasso disait « Je peins 3 toiles par jour et j'en brûle 2 le lendemain ». Donc ça veut dire il faut laisser passer, il faut libérer, il faut lâcher les chiens, et puis après on les ramène. D'accord. Oui, vous dites. Non, mais je trouve que le côté cartésien de Luc peut aider quelqu'un à aller vers sa propre folie, quoi. C'est un tandem qui fonctionne bien, généralement. Je trouve que Luc a toujours un raisonnement cartésien, ce qui est très drôle, quelquefois. Hein. Tout à fait à côté de la plaque, quelquefois aussi. Mais ça permet à l'autre de s'envoler, c'est bien. Mais c'est sans doute ce que Claude Miller a dû sentir dans leur tandem. C'est parce que si vous avez autant reconduit ce tandem, c'est que l'un et l'autre trouvaient en quelque sorte une complémentarité évidente, et vous avez fonctionné comme ça. Et on a écrit ensemble mes 2 longs métrages, et effectivement, il m'apportait une certaine violence enfin, il m'apportait beaucoup du côté d'aller loin, quoi. Du lâcher prise. Du lâcher prise. Et toi, t'as apporté un peu de la discipline. Oui, parce que Luc, sur le tournage, était aussi assistant réalisateur. Donc c'est toi qui faisais le plan de travail de l'histoire que tu avais écrite. Et puis j'ai dit à Claude qui avait une autre idée, je lui ai dit, moi je sais le chef opérateur dont on a besoin, c'est Bruno Dutel. Pour le son, c'est Paul Lenné. C'est ça, j'ai l'impression que toute l'équipe technique et artistique s'est constituée par une série de cooptations. Parce que tu décris pour l'équipe technique que tu as pensé à Bruno, mais c'est Juliette Berthaud qui pense à Patrick Bouchité, enfin en tout cas qui met Claude Miller sur la piste de Patrick Bouchité. Où est-ce qu'il vous... Parce qu'à ce moment-là, vous étiez jeune acteur de théâtre et de cinéma. Est-ce qu'il était venu vous voir? En fait, moi, j'ai ouï dire que Nathalie Baye, que j'avais connue au confinement, était venue avec justement Philippe Léotard me voir au théâtre dans le vol du film Coucou. Et c'est après ça que Claude a eu entendu parler de moi. C'est pas par mon agent. Hein.
Voilà. Et C'est étonnant, mais c'est pas ça se fait une rencontre comme ça par une connaissance. Vous voyez. Voilà. Mais Claude, on a fait des essais. Moi, je ne connaissais pas Patrick. Mais il faut préciser que Juliette Berthaud était l'actrice de Camille. Oui. et de Juliette dans Paris. Et Juliette dans Paris. Ouais. Mais et toi, il faut préciser que dans Vol au-dessus des nids de coucou, tu faisais le rôle de Brad Dourif, que Brad Dourif a fait dans le film de Oui, Foreman. Hein. oui, oui. C'est-à-dire le jeune garçon qui se Qui se suicide et qui est bête. qui bègue. Ouais. Et voilà la petite histoire. Mais je connaissais pas encore Patrick. C'est quand même dément parce que je me suis retrouvé sur le tournage, la première scène au stade là pour le match de football là. Et la première scène que je lui ai dit, tu veux que je sais la bite quand même. Ça crée des liens. Alors, ben oui. On est resté, c'est drôle parce que je revois le film, je me suis dit qu'est-ce qui a bien pu se passer de façon souterraine entre nous pour qu'on se fréquente beaucoup après le film. J'étais très proche de Patrick pendant les 2 années après le film. Parce que... Voilà, pour la petite histoire. Bon, Oui. pardon. Non, Non, mais c'est étrange, quoi. Pourquoi un film? Parce qu'habituellement, souvent, on joue avec des acteurs et le film se termine et on se quitte de vue, hein, souvent. mais c'est ça qui m'intrigue, c'est que sur le tournage, en fait, vous avez sympathisé avec Patrick Devers et vice-versa. Donc ça veut dire que vous vous êtes très très bien entendu sur le tournage. Oui, Oui. j'ai bien entendu, mais je sais pas ce qui s'est... Non, en fait, bon, c'est personnel, mais il était... le menu, je venais le quitter, il était mal, moi j'étais aussi dans un truc... On s'est bien rencontrés, quoi. Mais les petits souvenirs sur le tournage, des petites anecdotes aussi par rapport à ça, quoi. Je peux m'amuser à raconter une anecdote. C'est quand on voit la scène de Patrick qui se retourne et qui est nu, qui montre son sexe, là. Dans sa chambre, quand il... Oui, la scène. Eh ben, juste avant de tourner la scène, je vois Patrick qui va voir la maquilleuse et qui demande le maquilleur, oui, il a demandé un bol avec des glaçons. Il s'est trempé les roupignoles dans le truc pour C'est une anecdote, mais ça m'avait fait marrer. Bon, on plaisantait beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui est drôle, c'est que l'atmosphère qu'il y avait entre vous était aux antipodes, évidemment, des rôles que vous aviez à jouer dans le film. Ouais, mais j'en bavais, moi. C'était quand même... il y avait de l'humiliation. En plus, Claude me disait, surtout, tu restes au premier degré, tu as mal, quoi. Enfin, j'avais pas d'humour. J'avais envie, moi, vous voyez, mais je pouvais pas. Et donc, j'attendais la fin, moi. La fin, qu'on a tourné à la fin. Et il y avait toute une histoire avec Claude de savoir comment... Parce qu'il y avait une scène où j'avais une perruque, hein. La scène avant. Oui, c'est ça. Et après, on se posait la question. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a du faux? J'ai dit non, je pense qu'on a comme un accord avec l'autre. Pas de perruque, pas de faux seins, pas rien. Juste la robe et du maquillage et des boucles d'oreilles. Voilà. Et je me souviens, parce qu'on était dans le doute. Moi, il n'y avait pas beaucoup de rôles, on se mettait quand même pas, sans que ça soit comique, quoi, sans que ça soit la cage aux folles, un truc où on se habillait en femme, quoi. C'était en 75 quand même. Et je me souviens que la script, qui était la sœur de Bedos, j'avais beaucoup de... je comptais sur elle, par rapport à mon personnage, on avait un bon feeling. Et quand je suis arrêté sur le plateau avec la robe, là, c'est elle qui m'a donné le top. Elle m'a dit, bah, tu peux y aller. Je me souviens très bien, j'ai croisé son regard, elle m'a vu arriver avec le costume, quoi, la robe, et elle m'a donné l'envie d'y aller, quoi. Ouais. Parce qu'effectivement, dans la scène finale, votre apparition, le plan où vous apparaissez habillé en gitane, il est crucial parce que il ne s'agit pas du tout, là, que le spectateur se méprenne et que ça devienne un effet comique. Il faut que d'emblée, et c'est ce qui se produit quand on voit le film, quand vous arrivez, on comprend qu'il va y avoir effectivement une confrontation quasiment corrida, mais qu'on a changé de registre d'une certaine manière. Et je crois que Devers disait, mais j'ai sans doute lu ça dans la biographie récente, Devers disait qu'il avait accepté le scénario surtout pour son dénouement.
et que ce qui l'avait séduit à la lecture, c'était l'ensemble de l'histoire, mais particulièrement c'est quasiment ce décrochage par rapport au naturalisme, par rapport aux propos du film. On change en quelque sorte de tonalité avec cette fin inattendue, violente et finalement cathartique, parce que ça fait plaisir aussi que ça explose pour le spectateur qui a été sous tension pendant 1h30. La scène, elle est précédée quand même, il y a le changement de vitesse, et le moment où il change de vitesse, qui est, c'est lui qui dit non, vous n'avez rien compris, pour la fête, il faut faire un bal costumé, je suis étonné que personne n'ait eu cette idée et tout. Tout d'un coup, on sent qu'il reprend la main, là. Absolument, absolument. Je voudrais dire quelque chose à propos du financement, mais c'est lié à tout ce qu'on vient de dire. Il y avait une commission de pré-censure à l'époque en France, ce qui n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire que quand un film se préparait et demandait l'autorisation de production, le scénario passait devant une commission qui émettait un avis. Et l'avis de la pré-censure sur le projet a été terrible, puisqu'il a été écrit que le film serait susceptible d'une interdiction pour protéger les mineurs. Ce qui fait que aucune chaîne de télévision n'a voulu préacheter, ce qui se faisait couramment à l'époque. Aujourd'hui on coproduit, mais à l'époque c'était plutôt des préachats. Aucune chaîne n'a voulu, parce qu'ils ont tous reçu la lettre de la pré-censure. Et une chaîne de télévision n'allait pas préacheter un film qui serait sans doute interdit aux moins de 13 ans, donc impossible à programmer à 20h40. Le film a été interdit aux moins de 13 ans. Et ensuite, en 92, je crois, on a pu demander la modification, c'est repassé en censure, et l'interdiction a été enlevée. Mais je veux dire, cette lettre de la pré-censure a eu un effet dévastateur, évidemment. J'y pense par association, mais donc, entre autres, j'imagine que c'est peut-être lié aux scènes avec Christine Pascal. Comment Christine Pascal est arrivée sur le projet? Comment elle-même elle a été repérée ou trouvée? Et Bruno, peut-être, qu'est-ce que c'était de filmer Christine Pascal? Parce que sur ce film, vous faites la lumière, mais est-ce que vous faites aussi le cadre? Donc la scène, par exemple, la scène dans les bois, comment elle s'est déroulée cette scène? Est-ce qu'elle était, j'imagine, déjà découpée? Mais voilà. Je me souviens qu'elle était très mal à l'aise, elle n'était pas bien du tout après cette scène. Je me souviens bien de ça. C'est un peu bizarre, parce qu'on tournait vite, hein. Mais le découpage, Claude avait, il y avait, je crois, 625 plans, hein, je l'ai marqué quelque part. Pardon. Non, mais c'est le côté rationnel. C'est le côté rationnel. 625. Non, mais bon, parce que j'ai écrit un petit machin. Mais là, je peux raconter juste une anecdote que je suis t'as oublié. C'est que on arrive et puis donc il y avait, c'est pas dans le film, mais je sais pas quoi, il se déshabille et tout d'un coup, Claude voit que Bouchité qui est venu avec un caleçon. Et alors, un caleçon, le machin. Pour la scène dans les bois. Pour la scène dans les bois. Et je dis, bah oui, mais là on est dans les bois et tout. Il dit, machin, le soleil tombe, qu'est-ce qu'on fait et tout. Alors il réfléchit, il me dit, bon, mais je vais me démerder. Il t'emmène, il te file son calbut à poche, un truc kangourou. Ah bon? Et on l'a tourné après, là, Et après, oui, non, mais il y avait le plan. Bon, il n'a pas été monté, mais je te jure que c'est vrai, je m'en souviens comme ça. Oui, Bruno. Moi, je sais pas, je trouve la question un peu embarrassante, mais quand on sent des comédiens pas très à l'aise dans des scènes comme ça, on est généralement extrêmement discret. Et puis en plus, ils étaient beaux à voir, donc je sais pas, je vois pas le... Et en même temps, les plans sont très brefs, hein, c'est à la fois... Et je comprends qu'elle ait pu... Enfin, je sais pas, on pose pas des questions comme ça sur le plateau, je ne demande pas si... Mais ça se voyait que c'était assez troublant pour l'un comme pour l'autre, d'ailleurs. Surtout pour elle, je me souviens qu'elle était vraiment pas bien, quoi. En plus, c'était une femme très belle, donc je sais pas, moi j'ai pas participé, j'ai filmé.
C'est tout. Et puis il y a deux types de plans. Il y a les plans serrés, et puis à la fin, tu es très loin. Oui, bah oui, on se déplace. Oui, oui, mais ce jeu du près, il a raison, ce jeu du près et du loin, il était prémédité. Oui, bien sûr. C'est une élaboration. Il n'y a que de la préméditation. Et Christine Pascal, on l'a le film de Tavernier dans l'horloger et Sur la durée du tournage, vous diriez que ça a duré quoi, 4-5 semaines 4-5 semaines. 5 semaines. 5 semaines. Alors moi j'ai un souvenir, c'est qu'on était proche du tournage de Truffaut, non? On avait fait le fameux match de foot, là. L'argent de poche. L'argent de poche, Ouais. on est Avec Stelvin, tout ça. dans la même région. Avec, Ouais, mais c'était des brutes, c'était ouais, humain, Alors, ça, Alors, Glenn oui, et on tout dit que ça. c'est des bruits, Attendez, c'est l'équipe de Claude qui a perdu. Non, mais attendez. Non, non, il faut être très précis. Les affaires, ils étaient surexcités. Non, non, calmez-vous. Je sens que c'est encore douloureux. Fatigué. mais c'est Récapitulons et faisons le point sur cette question essentielle. La bande à Effectivement, une photo en témoigne. Qu'est-ce Une qui m'a photo en cassé les pieds, témoigne. celui-là D'ailleurs, c'est une des rares photos où on voit François Truffaut avec un ballon de foot. Ça, et en short. Oui, mais il ça. avait des chaussures de ville. Et il avait des choses. Carville. Ce qui dit à quel point il pouvait pratiquer le sport. Mais donc, il y a eu effectivement les deux équipes des deux tournages. On en a la certitude, se sont rencontrées. D'après ce que- Attends, il y a eu le match Oui, aller. non, mais on a vraiment perdu. Hein. Non, mais en plus, Il y a eu deux matchs. je sais pas si tu te sens bien. Moi, je me souviens pas Si, du si, deuxième. si, il y a eu le match aller, on est allé à Thiers, et en plus. On n'a jamais marqué un but, ni dans l'un ni dans l'autre. Si, Tu as j'ai- marqué un but mais contre notre camp. Alors je peux vous dire que l'assistance sur un tournage, c'est pas toujours très populaire, mais alors là j'ai perdu tout ce que... Et il y a eu le match retour, et le match retour où je me souviens encore une fois que Truffaut se faisant dribbler par Chapiteau, et Truffaut lui dit Marc, qu'est-ce que vous faites en septembre? On peut... Parce que... Mais effectivement, quand le film est sorti, La meilleure façon de marcher, le 3 mars 1976, il est sorti en salle. 2 jours avant, Truffaut a consacré un texte je crois que dans Le Point, c'est ça? Plusieurs trucs. Enfin, ouais. C'est paru dans plusieurs trucs. Ça, c'est vraiment quelque chose de formidable, hein, parce que c'est vrai que Truffaut n'a pas mis de sous avant. Il a beaucoup aidé, comme tu l'as dit, pour la post-production. Et puis surtout, il s'est fendu d'un très beau texte et un long texte qu'il a fait lire à Claude environ 2 mois avant la sortie, puisque là, moi, je publie la lettre de remerciement de Claude à Truffaut. Elle est datée de janvier. Et le texte de Truffaut se termine par « Nous sommes nombreux dans la profession à avoir perdu un grand directeur de production, mais le cinéma français y a gagné un cinéaste. » Point final. Publié dans Le Point, qui était un jeune hebdomadaire à l'époque, très boom boom, dans Pariscope, dans l'avant-scène du cinéma, 1 mois plus tard, puisque l'avant-scène du cinéma a publié le découpage de La meilleure façon de marcher 1 mois après sa sortie, ce qui arrivait rarissimement pour le premier long métrage d'un inconnu. C'est ça. Il faut qu'on... juste d'un mot sur... Et on en terminera avec ça dans le texte de Truffaut. Si vous le relisez, il fait une allusion très claire au match de football, en disant clairement que les mauvais, c'était les autres. Voilà. Et on était très mauvais. Hein. Non, mais donc vous confirmez, Truffaut n'a pas menti, c'est très clair maintenant. Juste avant qu'on revienne sur la réception du film, quand même Bruno, certes c'était prémédité, certes Miller savait ce qu'il voulait, certes vous avez été un exécutant, au final le film, pour ce film-là, j'allais dire pour ce film-là, vous avez eu deux Césars. En fait, en 77, vous avez eu le César pour la lumière de ce film, et en même temps, le César pour Barocco de Téchiné. À vrai dire, je savais même pas que ça existait, les Césars. Vous y étiez? C'est la deuxième année. C'est la seule fois d'ailleurs, où quelqu'un a eu un César, enfin un technicien pour 2 films en même temps, je crois. À vrai dire, j'ai pas bien compris. Et qu'est-ce qui... Parce que J'ai pas bien compris. Truffaut, Autant dans... Barocco, je vois à peu près pourquoi on pouvait donner un César. Pour celui-là, je vois vraiment pas. C'est peut-être son succès qu'on voulait le récompenser, quoi. Je sais pas. Quand je revois ça, je suis
Je préférerais disparaître, si vous voulez. Et la copie est trop sombre. Hein. Alors, est-ce que c'est C'est moi l'ensemble qui m'en suis occupé de la copie. Non, elle n'est pas trop sombre. C'est la restauration. Mais pourquoi? Non, mais expliquez qu'est-ce que ça veut dire, j'ai envie de fuir. Pourquoi? Parce que, Je Truffaut, ne encore une fois, vois que des maladresses et que des choses pas très intéressantes en termes d'image, c'est tout. Mais en même temps, c'est pas grave. C'est pas un film qui propose ça. C'est pas une question d'image. C'est une question de récit. C'est une question de quelle histoire on raconte. Bien sûr, Et là-dessus, bien sûr, mais enfin, je suis me suis désolé, plié à- la lumière aide à raconter l'histoire. Ne serait-ce que, par exemple, les passages à l'obscurité. Tous les plans qui se déroulent dans le noir, dans la nuit, dans l'obscurité, la coupure de courant, enfin, tout ça, comment dire, contribue au récit. Oui, bien sûr, bien Et sûr. la- Mais ça, c'était une demande qui était faite. Après, on exécute. C'est pas. Non, ça, c'est pas. Enfin, si vous voulez, j'ai pas. Autant dans le Marocco, j'ai vraiment participé, puis j'étais vraiment dans le secret des dieux, entre guillemets. Enfin, mais là, j'y étais pas du tout. Je veux dire, je crois que Claude. Enfin, j'aimais beaucoup Claude. Hein, et j'aimais bien. On a dîné quelques fois ensemble, mais j'ai jamais été dans le secret de son travail. Pourquoi pas? Il y a des metteurs en scène comme ça m'est arrivé avec René, des gens comme ça. Je m'ennuie à mourir dans ces cas-là, généralement, et c'est des films que j'ai plutôt évité par la suite. Mais là, il y avait l'avantage du premier film, donc il y avait vraiment un enjeu, un jeune cinéaste qui va produire la première chose, et là, c'était important de l'accompagner. Mais j'étais pas dans le secret. Et pourquoi pas? Alors peut-être, oui. Moi j'ai une question pour Bruno. Les rushs, vous vous rappelez, Luc et toi, les rushs, vous les voyez comment? On a vu les rushs en noir et blanc du premier jour, enfin, le premier jour à Lyon, sous la pluie, là, et on a trouvé ça tellement effroyable qu'on a arrêté de faire des rushs. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça va dans le sens de ce que je dis. Après, vous avez continué à la... Non, mais c'était pas contre toi, c'est que les conditions de projection étaient absolument épouvantables, c'était du noir et blanc, etc. Oui, bah, tu sais, à l'époque, on tirait en noir et blanc les rushs de films en couleur. Hubert, t'as oublié ça? Ah, bah, c'est mais attends, écoute. Moi non plus, je me souviens pas. Non, mais tu te souviens pas? Ah non, mais je suis formel. Ah, mais je te crois. Je suis formel. Et Moi, raison. Mais quel intérêt? Tous les rushs du film. Alors, en général, on tirait en couleur, un plan large, dans un nouveau décor et des choses comme ça. Et je peux même vous dire un truc, c'est qu'à un moment donné, je faisais partie de la commission d'avance sur recette sur film terminé, qu'on a vu un film, j'ai oublié lequel, et dans lequel il y avait, c'était un film fauché, il devait y avoir 50% de plans noir et blanc et 50% de plans couleur. Et un producteur, un mec qui avait une carte de producteur, dit, et alors, quant à la structure entre le noir et blanc et la couleur, j'ai rien compris. Alors que c'était la pauvreté, bah oui, c'était la copie de travail. C'est marrant, je me souviens pas du tout de ça. Si, on a vu ça dans un cinéma à Rion, alors un cinéma Pourrave de chez Pourrave, et puis quand on a vu ça, on s'est dit ça. Et donc, c'est pour un metteur en scène, ça doit être très angoissant de ne pas voir les rushs. Vous avez continué à tourner à l'aveugle sans voir ce que vous tourniez. Oui, enfin, Bah, ça veut moi, dire... moi, je suis moins... Je suis un peu sceptique par rapport à ce que tu dis, parce que moi, je crois qu'une équipe technique et un opérateur et un metteur en scène, dans la majorité des cas, il sait ce qu'il filme, et les rushs ne lui apportent pas grand-chose. Ça, c'est mon avis. Si, attends, non, tu peux pas dire ça. À l'époque de l'argentique, ça nous apportait énormément. On flippait grave jusqu'au moment où on voyait une image. On pensait qu'il n'y avait pas d'image. Enfin, non, tu peux pas dire ça. Maintenant, il y a une image tout le temps, donc c'est différent. Mais c'était basé là-dessus. Les angoisses qu'on a pu se payer avant les séances de rush, c'était dément. Et c'était bien, parce que ça réunissait tout le monde. Hein. Oui. Il y avait les machinaux, les électros, les acteurs, tout le monde était là. Hein. Et les metteurs en scène. Enfin, en ce qui me concerne, moi, je sais que Claude a été, je dirais, un peu mon papa de cinéma. Si j'ai eu envie plus tard de m'y coller, c'est vraiment à travers le travail de Claude, l'observation, sa façon de voilà. Mais c'est vrai que ce film-là a été pour vous absolument déterminant, à la fois. Mais non, pas vraiment dans. Vous allez Alors, dire, moi, j'ai pas fait de carrière, mais après, j'ai pas travaillé, rien du tout après ce film-là. Mais pourquoi Pourtant, on avait été fêté avec de verre, on avait l'étoile de machin, et rien, parce qu'on me proposait des trucs un peu. C'est ça, à cause. Eh oui. Oui.
j'avais joué un personnage, mais bon, après, c'était. J'ai attendu Dire que le film de Châtillès, vous vous rendez compte? Ouais. C'est ça, parce que le rôle, en quelque sorte, était si fort et si Ah oui, original. Enfin, excusez-moi, mais ça, oui, c'était dérangeant, certainement. On avait fait avec José Dayan L'Embrumé. Oui, mais ça, c'est pendant cette période-là que j'ai pas fait de cinéma. J'ai beaucoup travaillé avec José Dayan, mais pour la télévision. ouais. Et le cinéma, moi, Mais j'avais ce que vous envie dites- de jouer d'autres choses, quoi. Mais ce que vous disiez, c'est que l'envie de réaliser vous-même ce que vous allez faire par la suite, réaliser des films, elle vous est venue de l'observation Oui, de... vraiment, de- parce qu'on avait, on a eu d'autres projets avec Claude qui ne sont pas aboutis, le Grand Capitaine, je me souviens de ça. Mais Claude, oui, c'est... Et en plus, il m'a donné enfin, il était le président du jury à Clermont-Ferrand quand j'ai présenté mon court-métrage, et c'était lui le président. Ça a été lié beaucoup, mon envie de tourner, voilà, de me coller à ça, oui, c'est venu beaucoup. J'avoue, j'ai toujours dit que c'était pour moi mon papa de cinéma. Parce qu'effectivement, on le dit avec Patrick Papé, je vous donne la parole si vous avez quelques questions. On l'a juste évoqué peut-être, Olivier, ce qu'a été la sortie du film, c'est-à-dire sa fortune critique et publique. Ah bah, ça a été un raz-de-marée pour un premier film d'un inconnu, ça a été un raz-de-marée absolu. C'est-à-dire que tout le monde écrivait, un cinéaste est né. Tout le monde était impressionné. Il y a 3-4 critiques négatives, je sais pas, j'en ai vu 30, 40, 50, il y a 3-4 critiques négatives. Les gens sont complètement estomaqués par, pour le dire très vite, la maîtrise et la profondeur. La maîtrise artistique et la profondeur de ce que ça raconte. Et comme c'est pas... Et le jeu des acteurs. Alors évidemment, bien évidemment. Non, parce que la découverte de Boucher, c'est-à-dire la confirmation de Devers et la découverte de Patrick Boucher. Oui, puis quand vous avez... Il y a plein d'exemples dans l'histoire du cinéma. Quand vous avez un couple, quel que soit le genre, comme on dit, quand vous avez un couple de comédiens, personnages dans un film, si le couple est réussi, le film, il monte considérablement. Là, vous avez le couple de Marc et Philippe, c'est formidable. Et comme on peut absolument pas être sûr de quoi est quoi, qui est le bon, qui est le méchant, qui est le fort, qui est le faible, qui va gagner, qui va pas gagner, ça entraîne le public. Et alors ça a vraiment donné lieu à des débats de société. La presse était intarissable sur... et c'est devenu un film étendard même, sur toutes les marginalités, les différences. Mais dès l'époque, dès mars-avril, à tel point que Claude a fini par écrire à Libération, qui était un journal tout jeune. Il n'était pas du tout... Il était divisé dans la rédaction. Une partie disait « On croirait le premier film de Bellocchio ». Donc c'était tout de même un super éloge. Et les autres étaient... Alors, ce qui les étonnait beaucoup, c'était l'épilogue, la visite de l'appartement. Et parfois, on était du genre, finalement, ça se finit un peu en bourgeois, ça c'est pas bon, hein, dans le milieu des années 70, ça fait des bourges. Donc il y avait comme ça une espèce d'ambiguïté. Résultat, toute l'équipe de Libé a été honnête en disant on est divisé, etc. Et Claude s'est fendu d'un article. Que je cite partiellement dans le bouquin, d'un article assez rigolo d'ailleurs. C'est un article assez drôle qui s'appelle De toutes les couleurs, qu'on publié effectivement 15 jours après dans Libération. Et on voit bien aussi que ce qui travaillait Claude Miller à l'époque, c'est-à-dire les références qu'il travaillait, c'est Gombrowicz et Georges Bataille. Et donc il cite Georges Bataille dans son texte de Libération. Qui citerait aujourd'hui Georges Bataille pour défendre son film? Ça, c'est... Et il cite aussi une formule de Nietzsche qui me semble résumer le propos du film. Et cette phrase de Nietzsche, c'est « Qu'est-ce qui est médiocre dans l'homme moyen ?» Réponse, l'homme moyen ne comprend pas que l'envers des choses est nécessaire. Bon, pas mal. Ça Généralement avec Nietzsche, pas mal. Ça définit tout le cinéma de Miller, ouais. l'envers des choses. L'envers des choses, nécessaire. Voilà, donc on pourrait citer d'autres extraits de cet article paru dans Libération. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une a une remarque, une question, une interrogation par rapport au film, que ce soit le dénouement ou que ce soit autre chose? J'ai juste une question. Oui. Il y a un plan que je comprends pas dans le film, c'est quand Patrick nage. Oui.
C'est une espèce de fantasme, C'est un fantasme, c'est un rêve. Je me rappelle avoir interrogé Claude sur la question. Il dit j'ai fait ça parce que il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est quand on a une bonne grippe, mais pas trop grave, et qu'on est dans un état un peu second, puisque il est à l'infirmerie. On est dans une espèce d'état un peu second. Et puis finalement, à ce moment-là, il rêve il est là, il est dans la flotte, il est bien, et puis il sort. Oui, mais j'ai pas compris ce que Patrick Devers dit dans cette scène. J'ai failli y aller. Un peu, j'allais y aller. Parce que comme dans ce plan, Patrick Devers reste longtemps au fond de la piscine. J'ai bouchité, donc Philippe reste longtemps au fond de la piscine. Patrick Devers lui dit j'ai failli y aller, Jean, j'ai failli aller te chercher, j'ai failli. Mais le statut de ce plan, effectivement, est clairement onirique, mais c'est aussi sans doute le moment où Philippe, décide de changer la donne, de reprendre en quelque sorte une sorte de pouvoir. C'est comme s'il descendait au fond de lui-même pour faire le point et décider de revenir avec une autre attitude, celle qu'il aura quand, par exemple, il prend la main pour obtenir le bal costumé. La preuve, c'est juste après ce plan, on peut peut-être appeler onirique, vous avez la belle lettre de Chantal en voix off avec un panoramique sur la campagne, et puis qui se termine sur le visage de Nathan, le petit garçon qui pleure dans son lit. Oui. Je vais le revoir. Oui, allez-y. Non, attendez, il faut le micro. Attendez, monsieur. On vous donne le micro juste après, et madame a le micro, et il faut le micro. J'ai trouvé ce film fabuleux, parce que j'ai l'impression que c'était la création en fait d'un être humain. On part d'un être informe, qui a toutes les potentialités autour de lui, qui n'est encore pas décidé par rapport à ce qu'il va être, et tous les événements auxquels il est confronté le révèlent, parce ça révèle une facette de lui-même. Toutes les facettes se présentent l'une après l'autre et il devient un être. Et j'ai beaucoup aimé à cause de ça. C'est mené d'une façon fabuleuse, je trouve. Merci pour ce film, en tout cas. Est-ce que ça vous a aidé de jouer? Ce qui est frappant dans le film, c'est qu'effectivement, ce sont, même dans leur méchanceté, ce sont quand même, ou leur impuissance, ce sont deux personnages très humains. C'est sans doute pour ça aussi que le film a tant plu, c'est que les spectateurs peuvent soit se reconnaître dans l'un des deux, soit reconnaître l'autre comme celui qui... il y a sans doute pour les spectateurs la possibilité de voir là des personnages très humains. Est-ce que c'était pour vous une facilité en quelque sorte de se rapprocher? Parce que là c'est un personnage qui n'est pas hors du commun, justement. Franchement, je ne me suis pas posé beaucoup de questions là-dessus. Moi, je suis rentré dans des situations que j'ai découvertes sur le terrain. J'étais dans un état émotionnel qui fonctionnait par rapport à ça. Et voilà, je ne suis pas vraiment... Il y a des choses que moi, on a du mal à se voir. Hein. Moi, il y a des choses que je n'aime pas, comme moi, à travers le personnage. Je trouve que même à la fin, quand je ris, tout ça, c'est assez éprouvant pour moi de me voir comme ça. Mais bon, après, c'est personnel. Non, j'ai abordé ce personnage-là vraiment en cherchant quelque chose de très sensible, touchant en moi, quoi. Un malaise, voilà. Alors j'étais content qu'il y avait la fin, quoi. C'est un peu important pour moi d'attendre cette fin-là, et ça s'est bien passé, je dirais. Voilà. J'ai pas tout compris, même les dialogues de la fin. Je saisissais pas bien ce que je disais, vous voyez ce que je veux dire, avant de planter tout ça. Bon, je l'ai abordé dans un état qui devait coller avec voilà, mais sans analyser trop, quoi. Je me souviens par contre que Devers, à l'hôtel, il travaillait beaucoup. Moi, on peut dire que j'ai beaucoup travaillé mon personnage en dehors du tournage. Je me souviens de Patrick, la scène là avec le ballon là. Le ballon et la cloche. Je le revois dans sa chambre en train de faire le geste avec son doigt, c'est ça qu'il a reproduit le lendemain. Mais ce tournage était très agréable et tout ça, mais je me souviens qu'avec Claude, on se regardait parce que il décuplait ce qu'on avait imaginé. Oui. On découvrait, mais c'est formidable ce qu'il avait fait.
Mais parce qu'il... Patrick Devers était un acteur qui préparait énormément. Il était extrêmement attentif aux costumes, aux accessoires. Et, par exemple, il aimait choisir lui-même les accessoires. Je pense que c'est dans Plein Sud où il portait des lunettes à un moment et il avait demandé à aller chez un opticien pour choisir la monture qu'il aurait. Je veux dire, bon, quand je repense à lui et à Gérard Depardieu, par contre, Depardieu, on lui file le costume et il va jouer la scène. Il ne prépare pas du tout, il est totalement sur l'instinct. Mais Patrick Devers travaillait énormément. Sur Plein Sud, je me souviens d'une fois, il m'a appelé à 4h du matin, je dormais, pour me dire, mais demain, mais j'ai pas besoin de dire cette phrase, hein, moi tu verras, je vais le jouer. Et oui, d'accord. Et puis c'était un acteur très prémédité, mais aussi très inquiet, et qui fut donc, lui aussi, peut-être comme Claude Miller, trouvé dans la préparation une réponse à l'inquiétude. Je ne sais pas si c'était de l'inquiétude. Je suis pas sûr. Mais c'était... bon, il y a des acteurs qui jouent sur leur instinct et d'autres qui jouent sur le travail. Oui, monsieur, vous vouliez poser. C'est sans doute pas facile pour la Cinémathèque à l'organiser, mais ça serait chouette si on pouvait revoir le film après les explications que, à chaque fois, vous nous donnez. Oui, bien sûr. On aurait une autre vision du... Est-ce qu'il y a une autre... Oui, mademoiselle devant. Alors allez-y là, et après au troisième rang. Oui, c'était pour répondre un petit peu avec et rassurer Bruno Nuiten, parce que pour moi, ce film, quand il y a ce déploiement des enfants au départ, comme ça, comme dans qui rappelle beaucoup Truffaut, cette spontanéité chez les enfants, et je trouve que tous ces cadrages, tout ce qui est plan sur les enfants est d'une immense... c'est merveilleux, c'est très naturel, et c'est vraiment c'est tout le travail, je trouve, la quête qu'il a réussi aussi avec Truffaut. Il y a un témoignage, il y a un hommage à Truffaut dans ce film. Et ce qui est très fort, c'est qu'on n'est jamais dans le pathos grâce à Pied Plu et Christine Pascal, qui restent toujours dans des seconds plans très... il ne s'abandonne pas à quelque chose, l'horreur, ou c'est terrible, qu'est-ce qui va y arriver? Non, en fait, ils sont très dignes. Et grâce à ces deux personnages absolument pour moi aussi importants que Bouchité et Devers, on ne tombe pas dans un truc à la noire, et bon, à quelque chose au mélo, même si, entre guillemets, parce que le mélo c'est merveilleux, mais... Et voilà, et c'est un grand hommage à une très grande femme, Christine Pascal, donc c'est merveilleux de la revoir, et Claude Pieplu et tous les autres qui voilà, c'est une très très belle équipe. Mais pour répondre à vous, Bruno Nuiten, vraiment, il y a des plans, et pour moi même, ce premier plan des enfants sous l'eau, comme ça, comme un déroulé d'instruments qui arrivent, il y en a un, puis deux, puis trois, puis quatre. C'est très très beau, très très beau. Donc bravo. Ça c'est Claude. Hein. C'est l'assistant qui s'occupe de la fête. En tout cas, il y a une scène qui va dans le même sens. Il y a la scène du ballon prisonnier, où j'adore le moment où, dans le camp de Philippe, il ne reste plus que le petit garçon qui pleure les autres fois, et qui a un moment à lui, un moment de jubilation, parce qu'il est insaisissable, et les autres n'arrivent pas à le toucher jusqu'à lui envoyer le ballon dans la figure, et on voit qu'à sa concentration, à la fois il joue le personnage, mais surtout l'enfant est complètement pris dans le jeu, et il se dégage de son comportement une fierté d'enfant, et ça passe très très bien. C'est Nathan Miller. Oui, et c'est Nathan Miller. Le fils de... Et vous avez, il y a un faux raccord digne d'Eisenstein. C'est-à-dire qu'il a reçu le ballon visiblement... C'est l'autre œil. C'est l'autre œil après. Et le pansement est mis sur... Merci Martine Robert, la script. Il y a eu toute une discussion, je m'en rappelle,
sur le tournage entre Claude, Bruno, il me semble aussi, et la script. Savoir de quel côté il fallait placer le regard dans le miroir. Si on avait vu dans le miroir. Mais le plan, après, on ne remarque pas. Non, mais le truc, c'est que visiblement, il a. Oui. Je suis d'accord. Non, c'est le contraire. C'est Allez-y. le contraire. Allez-y. Oui. Bonjour. Donc, je voudrais poser une question. Bon, j'ai 10 000 choses à dire sur ce film que j'adore depuis que je l'ai découvert. Juste une question. Mais juste une question. Je profite qu'il y ait des grands connaisseurs de Claude Miller. Est-ce que quelqu'un saurait me dire pourquoi il y a une présence permanente dans tous ces films de l'eau sous une forme ou sous une autre? Ça peut être la piscine, ça peut être la pluie, etc. C'est quelque chose que j'ai remarqué et ça me questionne, donc c'est peut-être l'occasion de me répondre. Y compris dans le scénario qu'il n'a pas tourné, le malin qui se passe entièrement autour d'une piscine. C'est vraiment depuis le départ. Je crois que pour lui, en tous les cas, et il fallait des piscines. Enfin, je pense beaucoup à celle du second, de Dites-lui que je l'aime, où il tenait absolument à ce qu'il y ait des cabines. C'était pour lui, je pense qu'il a eu une histoire, peut-être qu'Annie pourra nous le dire, dans une piscine. Pour lui, c'était assez traumatique, en tous les cas. Et c'est pour ça qu'il le sortait exprès, parce que c'était quelque chose d'assez, qui lui rappelait quelque chose d'assez emmerdant, je crois. Oui, vas-y. Arrête-le. Il faudrait juste un micro. À votre gauche, là, il arrive. C'est bon. C'est-à-dire quand le père de Claude, que tu as connu, a appris à nager à Claude en le jetant dans l'eau. Et il a failli se noyer. Voilà, c'est tout simple. Je pense que ça, c'était très... Et puis bon, il y avait aussi une autre chose qui était peut-être un peu plus intime, c'est que Claude et son père, toujours, allaient au bain-douche à la Boissière. Et Claude était traumatisé par l'eau qui coulait sur son père nu. Voilà. Donc, je pense que c'est peut-être ça, je ne sais pas. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose. Tout à l'heure, Bernard, vous avez posé la question, quel effet cela vous a fait de revoir ce film sur grand écran après aussi longtemps? Je suis étonnée que personne d'entre vous n'ait parlé de la modernité et de l'actualité du film. C'est un film qui pourrait être fait actuellement. Je pense que c'est un film qui est un film qui est éternel, bien sûr, sur l'intolérance et sur le sujet actuel qui est traité là dans le film. Sur l'homosexualité, sur la bisexualité, c'est vraiment actuel. Annie, excuse-moi, mais tu as raison. Mais je me souviens que Claude n'aimait pas qu'on parle d'homosexualité. Non, de l'intolérance, j'ai dit. Exactement. Il se trouve qu'il y a des résonances sexuelles, mais on pourrait reprendre une expression qu'avait donnée Jacques Audiard par rapport à je ne sais plus lequel de ses films. Sexuel, oui, homo, faut voir. En tout cas, moi, quand je pense à ce film, la première séquence qui me revient toujours, c'est Michel Blanc disant au revoir à ses collègues. La scène où il pique une crise à la piscine, justement, et la manière dont il la joue est une telle sidération que je ne sais pas comment cette scène, alors si elle avait été écrite, préméditée, s'il était prévu qu'il la joue comme ça, mais c'est toujours cette scène qui me revient en premier. Ce qui est sûr, c'est que Michel Blanc raconte que tout de suite après le film, tous les gens de la profession, c'est vous qui faites la scène dans la piscine, la file de nerfs, etc. Et que ça a lancé sa carrière. Oui. Alors, je vais y aller, je me suis fait piquer ma question, mais je vais y aller quand même. Je voulais parler d'homosexualité parce que c'est un film qui parle de l'ambiguïté sexuelle masculine, voire de l'homosexualité masculine, en contournement.
Et c'est vrai que pendant toute votre merveilleuse présentation, vous n'avez pas prononcé une seule fois le mot d'homosexualité. C'est la question que je voulais vous poser, parce que ce film, parce qu'il a cette profondeur et parce que justement, il ne parle pas directement d'homosexualité, à travers ces 50 années, sans perdre de sa modernité, sans perdre de sa profondeur et de sa justesse. Pour autant, j'étais curieuse de savoir comment ce sujet avait été débattu entre vous lors du tournage, comment justement il était abordé, puisque j'imagine qu'il l'a été, puisque c'est le sujet du film, non? L'ambiguïté sexuelle, homosexuelle, l'ambiguïté entre deux hommes. Je vous remercie. Je sais pas, moi, rien n'avait choqué. Question piège. Non, mais pendant le tournage, rien ne m'avait paru choquant. Non, mais... Pas choquant, mais est-ce que c'est... Troublant, oui, enfin, puisque on est toujours un peu à la fois le bourreau et la victime dans cette situation. Et puis sur le côté, oui, la révélation de quelque chose d'inconnu pour ce type qui se prend pour un gros dur et qui d'un seul coup découvre quelque chose de plus fragile en lui, de plus... Mais je sais pas, c'était pas du tout gênant à filmer, ni à... Moi, je ne me suis jamais posé la question. J'étais surpris que ça ait provoqué un peu de scandale, ce film, quand même. Enfin, les gens étaient très... Enfin, il y a des gens qui étaient très surpris et très hostiles à cette façon de montrer les choses. Bah, d'où l'histoire de la censure, la pré-censure même. Et moi, je ne voyais pas du tout où était le problème, en fait. Mais bon, peut-être que c'est personnel. Hein, parce que vous étiez en avance sur votre époque. Non, je crois pas. Patrick, je ne sais pas si Claude t'en avait parlé, moi je crois que même quand on écrivait, moi j'ai pas le souvenir de lui avoir posé des questions par rapport à ça, ou je ne sais pas. Parce en tout cas, pour l'avoir interprété, je ne me suis jamais vraiment posé cette question-là, bizarrement. Hein. Parce qu'effectivement, ça me rappelait mon enfance quand je montais au grenier, je m'habillais aussi avec la robe, les chaussures de ma grand-mère, enfin des choses comme ça. Oui, non, mais pas plus que ça. Pour moi, c'était un truc de sensibilité, même de culturel, quoi. Le rapport avec les enfants, le théâtre, tout ça. Mais j'avoue que je ne suis pas rentré dans mon travail intérieur de l'homosexualité du tout. Non, mais par contre, par rapport à ma fragilité, oui, beaucoup. Mais pas oui, c'est-à-dire ma démarche n'était pas absolument dans ma tête à moi, sexuelle, quoi. Non, puis même je sentais, moi, la fragilité chez Marc. Mais la sentait, elle, ce qui est fort dans le film, en dehors de... Parce qu'on sent bien que la question de l'homosexualité n'est pas celle que vise le film. La question qu'il vise, effectivement, c'est la fragilité, l'intolérance, la manière dont on peut se comporter les uns avec les autres. Mais ce qui est beau aussi dans le film, c'est que il n'y en a pas qu'un qui éprouve une sorte d'attraction-répulsion pour l'autre, c'est les deux. Les deux ont un rapport ambivalent à l'autre. Et que c'est cette ambivalence-là qui noue la relation entre eux et qui rend difficile de la dénouer. Mais aussi, ce qui est frappant aussi, maintenant avec le recul et tout ça, c'est que c'est comment le personnage de Devers découvre ce que c'est que la fragilité. Ça, c'est très très net et c'est dû à l'interprétation magnifique de Patrick. Et c'est comme ça que j'interprète, moi, la dernière phrase du film, quand Devers insiste en disant « après toi ». Oui, absolument. Oui, parce qu'il y a le bal, et puis il y a l'épilogue, tout de même. Il se dit des choses dans l'épilogue. Devers, il a la bague au doigt, il est en... Et puis, alors vous allez bientôt vous marier, donc pourquoi nous marier? Ça, à travers nos vacances, les colonies de vacances, on avait des rapports assez intenses des fois, et on retrouvait nos milieux sociaux à la ville, et tout d'un coup, on n'avait plus grand-chose à se dire. Ça arrivait à beaucoup dans le scoutisme, dans... Vous voyez, dans l'armée, le service militaire, des choses comme ça. Et après... c'est à mon avis, ce qu'il voulait aussi. C'était très précisément ce qu'on disait. On était dans une colonie de vacances, c'est-à-dire que l'uniforme, ce que veut faire Macron, là, ou Brigitte Macron, c'est-à-dire que ça noie les différences, normalement. Et Claude parlait beaucoup de la fin de la traversée de Paris,
avec le film d'Autant-Lara. Le film d'Autant-Lara, avec Bourvil qui porte. Alors Martin toujours dans les valises, alors que l'autre est en première classe dans le train, et que l'autre, Bourvil, porte les valises de Gabin. Ça, c'est un effet de signature qu'on a dans beaucoup de films de Miller. À peu près la moitié des films de Miller, il y a un épilogue. Quand je l'ai interrogé la première fois, il m'a dit que j'aime pas conclure. Et j'aime qu'il puisse y avoir un rebond et un rebond ouvert. Et vous pensez, alors, je ne vais pas vous les citer, mais voyez tous les films de Miller, vous verrez qu'une fois sur deux, il y a un épilogue. Moi, je trouve ça très, très touchant. Cette ouverture comme ça. Oui. En fait, c'est la première fois que je revois le film depuis très longtemps. Ce qui me frappe, on parlait beaucoup de thèmes qui sont vraiment évidents sur tout ce qui tourne autour de l'intolérance, etc. Mais en fait, en revoyant le film, j'ai l'impression que les personnages des adultes, notamment les deux personnages principaux, sont comme des effets grossissants des enfants. En fait, c'est un film sur l'enfance où les adultes, c'est comme s'ils exagéraient, ils extrapolaient le monde de l'enfance. On voit mieux l'enfance et la cruauté du monde de l'enfance à travers les personnages adultes du film. Et c'est un peu comme ça que je le vois. Et que la chute du film, c'est un peu une espèce d'adieu à l'enfance, en fait. On passe à l'étape, au chapitre d'après, mais les personnages des moniteurs, même le personnage de Pied-Plu, qui est beaucoup plus mûr, ils ont un lien assez fort. C'est une espèce d'extrapolation de l'enfance, les personnages adultes du film, pour moi. Moi, je suis assez d'accord avec vous et j'allais dire et vice-versa, parce qu'on se dit, quand on voit cette histoire, que toute cette histoire où ces adultes se comportent devant des enfants qui les observent, et que certains de ces enfants de cette colonie deviendront à leur tour des moniteurs. Et il y a un effet, je trouve qu'entre les adultes et les enfants, il y a un effet miroir, où l'un, ils sont peut-être des enfants attardés, et les enfants se regardent comment vivent, comment se comportent des adultes dans un microcosme. C'est surtout la cruauté du monde de l'enfance qui, je trouve, est vraiment grossie par les rapports entre les adultes. Je vous recommande le livre d'Olivier, qui est extrêmement bien documenté, qui n'est pas très cher et qui pèse très lourd. Non, sérieusement. Parfait. C'est un travail dément sur l'œuvre de Miller. Ouais. Ils m'ont bien aidé. Le chapitre sur Garde à vue, vous imaginez pas les 2 heures que j'ai passées avec Bruno, je ne connais rien à la technique. Et il m'a raconté tout le tournage de Garde à vue, c'était hallucinant. Merci beaucoup. Voilà, transition parfaite pour la signature du livre. Le livre fait 1,2 kg, et l'autre jour j'ai un copain qui m'appelle et qui me dit je suis en train de lire le Miller, et je lui dis t'en es où? Il m'a dit à 300 grammes. C'est exactement ça, parce que c'est en nombre d'années. Si vous calculez, ça raconte 70 ans, donc vous divisez 1,2 kg par 70 ans, vous verrez combien ça fait de grammes par année. Parfait. Voilà, à la pesée. Voilà, je vous remercie tous les 5.